va aborder le thème de la romance, un thème qui fait beaucoup parler, beaucoup réagir, sur lequel on peut se poser aussi pas mal de questions. En tout cas, c'est un créneau très dynamique. Et on a en Normandie donc 2 jeunes maisons d'édition récemment implantées et qui travaillent ce genre éditorial. Donc elles vont nous présenter donc évidemment leur ligne éditoriale, leur catalogue, aussi la façon dont elles travaillent ce segment qui a le vent en poupe. Évidemment, vous pourrez réagir après chaque intervention. On gardera un temps pour des échanges. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Jeanne pour JS Édition. Valérie, Bonjour. excuse-moi, Oui, j'ajoute pardon. juste une petite chose. Le webinaire est enregistré, donc si jamais vous ne souhaitez pas voilà, vous montrer à la caméra, c'est possible. Vous pouvez du coup poser vos questions plutôt dans le chat. Bonjour. Donc, moi, c'est Jeanne. Donc, j'ai créé la maison JS Édition. Est-ce que vous voyez bien le visuel que je propose? Oui, merci. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, donc, on est là pour parler de la romance dans... Jeanne, ton micro est coupé. Vous Voilà. m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Il s'est coupé tout seul? Vous m'avez entendu au début, c'est ça? Au tout Trop début, bizarre. il s'est coupé. Bon, étrange. Donc, JS Édition, c'est une maison d'édition indépendante basée dans la Manche que j'ai fondée en 2020, mes premières publications en 2021. Et donc, j'ai une ligne éditoriale qui est très spécifique, c'est-à-dire que moi, je propose des ouvrages dans lesquels les personnages sont issus de communautés minorisées, mais sans que cette identité ne soit le sujet du livre, simplement pour le droit d'exister dans la fiction. On parle par exemple de livres fenêtres et de livres miroirs. Donc les livres fenêtres, ce sont des livres qui nous ouvrent sur d'autres vécus, tandis que les livres miroirs sont des livres qui nous ressemblent, qui sont à notre image. Et donc j'ai tendance à dire que moi je propose des livres miroirs pour ceux et celles qui en ont assez peu, et des livres fenêtres pour tous les autres. J'ai 3 collections au sein de JS Édition. J'ai une collection d'ouvrages de l'imaginaire, une collection d'ouvrages graphiques avec surtout de l'album, de la BD pour les plus jeunes, et une fameuse collection dédiée à la romance. Ce sont tous des ouvrages francophones, donc avec des auteurs et des autrices qui sont francophones, et je propose des livres papier et des livres numériques. Alors, j'ai effectivement une collection qui est dédiée à la romance, qui s'appelle la collection Papyrus, et donc qui respecte les codes de la romance. Donc les codes de la romance, c'est quoi? C'est un récit, en fait, qui est construit autour de la création d'un couple ou d'un trouble éventuellement, hein. C'est pas forcément 2 personnes, ça peut être plus, et c'est quelque chose qui est caractérisé par une fin heureuse. Dans les codes purs de la romance, la fin heureuse est importante puisqu'elle permet, de ressentir des émotions fortes tout au long du livre, tout en ayant une sorte de filet de sécurité, de se dire: «De toute façon, c'est une romance, je sais que ça finit bien», et ça peut être vraiment très important pour certaines personnes, qui ont, pas vraiment besoin, en fait, de cette réassurance et d'un livre qui soit positif, hein, et qui apporte une fin heureuse. Donc c'est quelque chose qui est assez important, qui est pas mal discuté en ce moment, à savoir que certaines maisons d'édition essayent de casser un petit peu les codes de la romance et proposent parfois des romances avec des sad ends, donc des fins tristes. Et c'est quelque chose qui est parfois assez gênant pour certains lecteurs parce que c'est vraiment important pour elles et pour eux d'avoir cette sécurité que la romance va bien se finir pour pouvoir lire même des choses assez dures, tout en ayant cette assurance qu'à la fin, ce sera bon pour tout le monde. Donc ce filet de sécurité, il permet d'apporter une satisfaction émotionnelle qui est importante. Donc moi, en tant que maison d'édition, j'ai plusieurs sous-genres qui sont représentés dans le genre de la romance. C'est-à-dire que je vais avoir des romances universitaires, des romances lycéennes, des romances historiques,
romances de Noël et des romantésies. Donc la romantaisie, c'est un mélange entre de la fantaisie et de la romance, où en théorie, l'univers de fantaisie et la romance sont à part égale aussi importantes dans l'histoire. C'est-à-dire que la romance est vraiment au premier plan et l'univers de fantaisie est aussi important quand même pour le cadre. Et on n'est pas sur quelque chose où c'est le cadre épique, la fantaisie, le world building, donc la création du monde, qui sont au premier plan, mais bien la romance. Donc, parmi mes romances lycéennes, donc moi j'ai plusieurs romans qui sont concernés. Donc, ce sont des récits pour ados qui sont centrés sur la bienveillance et sur le consentement. Donc, j'ai 3 ouvrages qui sont disponibles ou bientôt disponibles pour ceux qui nous tissent, qui sera disponible en juin. Donc, Atypic Love, c'est un roman qui parle d'autisme, de queerness, donc c'est-à-dire de tout ce qui va être LGBTQIA+, puisque en fait, on est sur un personnage principal qui va se découvrir en fait non binaire, c'est-à-dire qui va se découvrir ne se sentant ni vraiment fille ni vraiment garçon, mais plutôt un peu entre les deux. Et c'est un roman qui s'amuse d'un trope. Donc, les tropes, ce sont des schémas narratifs qui sont très courants, en fait. Et on peut classer les livres souvent par trope. Et donc, dans ce roman-là, en fait, il y a le trope du triangle amoureux. Vous savez, quand 3 personnes sont concernées par une romance. Sauf que là, en fait, l'auteurice s'est amusée de ce trope-là, c'est-à-dire que et elle l'a revisité. C'est un faux triangle amoureux puisque Eden, dans le roman, va rencontrer Hugo et Noah. Une relation romantique va se tisser entre Noah et Eden. Et Hugo va croire, lui, qu'il fait partie du triangle amoureux, mais c'est vraiment le seul qui va être certain d'être dans ce triangle amoureux. Ensuite, j'ai Vox de Natacha Didri, donc, qui a la particularité d'exister aussi en version imprimée pour les personnes dyslexiques. Et donc, ce roman, c'est un roman d'urban fantasy. Donc, on est vraiment sur la fantasy au premier plan, avec quelque chose qui se passe dans un monde de nos jours, avec une personnage qui s'appelle Candice, qui va être persuadée que la nouvelle arrivée dans sa classe est une sorcière, alors que c'est pourtant à la base quelqu'un d'assez scientifique, parce qu'elle a vu quelque chose d'inexplicable par la science. Elle va se mettre à suivre cette nouvelle arrivée dans sa classe, et bien sûr va s'en suivre tout un tas d'aventures. Donc c'est un roman qui va parler de magie, etc., mais qui va aussi beaucoup parler de négligence parentale et de comment les jeunes adolescents peuvent entrer dans la vie active. Non, Elven, tu t'en passes, s'il te plaît. Ensuite, j'ai Ce qui nous tisse qui va sortir en juin, qui est l'histoire de 2 jeunes filles issues de la communauté Hmong qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre, avec toute la difficulté de s'assumer en tant que personne lesbienne dans cette culture Hmong, sachant que l'une des 2 filles a une famille qui est très traditionnelle, très ancrée dans les traditions Hmong, et l'autre a une famille plutôt assez progressiste. Voilà, donc c'est un roman qui permet de représenter cette culture Hmong sous 2 angles très différents. Tous ces romans sont des romances que l'on pourrait considérer comme des green flags, c'est-à-dire que ce sont des romances basées sur le consentement, avec des relations qui sont très saines et pas de relations toxiques. Ce sont des romances dans un style moderne et ce sont aussi des livres-objets, puisque j'ai choisi de proposer des livres avec des finitions assez intéressantes. Par exemple, Atypic Love va avoir... Excusez-moi, j'ai mes enfants qui viennent de débarquer. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Allez. Oui, mais sors, s'il te plaît. Je suis en pleine visio, là. Allez. Et donc, ce sont des livres-objets assez jolis, donc avec du jaspage. Vox a également un vernis holographique. Ce qui nous tisse sera aussi un beau livre parce que c'est un genre pour les lecteurs et les lectrices où souvent l'objet livre est aussi important dans l'histoire parce que c'est aussi un objet que l'on peut présenter, partager, etc. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des beaux objets. Donc ensuite, j'ai des romances universitaires, donc des romances qui se passent à l'université.
tout simplement. Donc, ce sont des récits qui sont avec des thématiques assez fortes et actuelles. Donc, Une autre étincelle, par exemple, est une romance qui va parler de non-binarité, mais aussi de familles trouvées, mais aussi de deuil et de conflits familiaux. Donc, c'est un roman qui parle vraiment aux jeunes personnes avec des thématiques qui sont partagées par beaucoup de lecteurs et de lectrices. Et J'ai essayé de ne pas t'aimer est une romance qui va mettre en scène Liam et le love interest s'appelle Raphaël. Et c'est un roman qui va beaucoup parler des traumatismes du passé et de comment ils peuvent nous impacter dans la vie quotidienne, en fait, avec deux personnages qui ont vécu des choses très difficiles par le passé et qui ont du mal à faire confiance et qui vont apprendre à se faire confiance. Ce sont des ouvrages qui ont des nouvelles bonus que je propose, c'est-à-dire que dans ma maison d'édition, on peut s'abonner à une newsletter et avoir un contenu qui est réservé aux personnes abonnées. Et parmi ces contenus se trouvent 2 nouvelles bonus que l'on peut lire, qui sont Te dire pardon, une nouvelle qui s'inscrit dans le roman Une autre étincelle, c'est une suite, et Juste un mot, qui est une nouvelle qui s'inscrit dans la suite et dans l'univers de J'ai essayé de ne pas t'aimer, avec le personnage de Raphaël, donc le love interest, qui revient pour découvrir, en fait, se rendre compte que peut-être il est concerné par l'autisme. Voilà, donc ce sont des ouvrages qui sont ancrés dans le français, qui se passent dans des villes françaises. Une autre étincelle se déroule à Strasbourg, par exemple, et j'ai essayé de ne pas t'aimer en banlieue parisienne, avec de nombreuses scènes qui se déroulent à Paris. Encore une fois, ce sont des relations basées sur le consentement qui sont saines, etc. Et je présente surtout une grande diversité de personnages, puisque c'est ma ligne éditoriale d'avoir des personnages issus de communautés minorisées. Ensuite, donc, j'ai une romance historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'endroit où étaient décodés les messages secrets des Allemands en Angleterre. Et donc, c'est une histoire d'un amour tabou au XXe siècle, à cette période, puisque c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Donc, c'est un roman qui va beaucoup parler de familles trouvées, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont parfois des grandes difficultés avec leur propre famille et qui vont se trouver en quelque sorte une famille de cœur avec laquelle elles surtout peuvent se sentir en sécurité. Donc c'est un roman qui propose une vision de la guerre qui n'est pas celle que l'on voit le plus souvent, puisque ce n'est pas la guerre sur le front, mais la guerre un peu dans les bureaux, dans une ambiance un peu feutrée, presque en huis clos. Et c'est un roman qui parle beaucoup de la place des femmes dans ce contexte historique. À nouveau, j'ai un bonus avec cet ouvrage, puisque une lectrice a écrit une fanfiction qui concerne 2 personnages secondaires de la romance À tes côtés. Et donc, cette fanfiction est disponible en bonus pour les abonnés de la newsletter. Ensuite, donc, j'ai une romance de Noël. Donc là, c'est vraiment la lecture doudou par excellence. C'est une romance qui s'amuse de tous les clichés de Noël, puisque chaque chapitre est un cliché de Noël. Par exemple, il y a le cliché du chocolat chaud, le cliché du film de Noël, le cliché du sapin de Noël, etc. Et c'est une romance qui se base sur le trope que l'on appelle Grumpy Sunshine, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est plutôt un peu ronchonchon et un personnage au contraire qui est très solaire, très positif, très dynamique, etc. Donc c'est un livre parfait pour être dans la magie de Noël, avec une ambiance cosy et beaucoup d'humour. Et à nouveau, on est sur un livre-objet avec définition, puisque c'est un livre avec un vernis sélectif et un jaspage. Et à l'intérieur, dans tous mes livres, je ne l'ai pas précisé, mais il y a des illustrations de chapitres. Ensuite, donc, le dernier paru est une romantaisie. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est un mélange entre 2 genres. C'est l'alliance de la romance et de la fantaisie. À nouveau, sur cet ouvrage-là, on est sur une dynamique de Grumpy Sunshine, donc avec un personnage solaire et un personnage plutôt un peu renfermé. Et cette fois-ci, on est aussi sur le trope des âmes liées, c'est-à-dire que ce sont des âmes qui sont destinées à être ensemble. C'est un roman, pour le coup, qui contient du contenu explicite, contrairement aux autres livres que je présente. Donc c'est vrai que dans la romance, à l'heure actuelle, il y a une grosse partie de la romance qui se développe avec des contenus explicites, des scènes de sexe. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant.
voire même très mis en avant par certaines personnes. Donc, dans ma maison d'édition, les deux sont disponibles, des livres qui n'ont aucun contenu explicite et des livres comme celui-ci qui en contiennent. Nous avons fait le choix pour ce livre-là, suite à la demande de lecteurs et de lectrices, de signaler les scènes explicites pour permettre aux gens qui n'aiment pas particulièrement ce type de scène de pouvoir les sauter sans être obligés de faire le choix de ne pas lire le livre pour ne pas lire ces scènes-là. Donc ce roman-là, c'est une quête épique avec l'histoire d'Elicia qui va devoir avec Alamea, son love interest, donc la personne qui l'intéresse, sur laquelle elle a un crush, essayer de trouver une solution pour réparer ses ailes qui ont été brisées. Et il faut savoir que dans l'univers où se passe ce livre, une maladie étrange réveille les morts. Et donc, on est un peu sur un mélange de genres avec un univers de fantasy plutôt épique, avec une ambiance un peu médiévale, mais aussi l'incursion de zombies. Voilà. Donc, voilà pour ce que je propose chez JS Éditions en ce qui concerne la romance. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, c'était une présentation très claire et très détaillée. N'hésitez pas à rebondir. Oui, si vous avez des questions, effectivement, moi j'avoue, j'ai appris des choses. Si vous avez besoin d'éclaircissement ou bien d'approfondir un des sous-genres en fait de la romance, vous avez la parole, que ce soit par le chat ou bien en ouvrant votre micro. Merci Charlotte pour votre commande auprès de l'Armitière. Effectivement, je l'ai traité il n'y a pas longtemps en revenant de la foire du livre de Bruxelles. Oui, justement, Charlotte qui précise que sur la romance, nous avons du mal à proposer des choses green flag, justement. Donc, merci pour ces belles propositions. Avec plaisir. C'est vraiment le but de ma maison de proposer des ouvrages qui ne soient pas dans des romantisations de la toxicité. C'est vraiment important pour nous. Oui, parce que c'est un courant, effectivement, qu'on a vu aussi se développer beaucoup. Beaucoup, oui. Ouais. Et qui touche des jeunes lectrices avec toute la problématique que ça peut entraîner de construction de normes biaisées. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire? Ah oui, on a une question effectivement dans le chat, une question pratique. Y a-t-il des études qui parlent du nombre des lecteurs, lectrices, des chiffres en hausse, quelque chose qui permet d'ajuster la cible justement Alors, par il y a rapport... eu Pardon, je suis désolée. Je finis de lire le chat. Ouais. C'est par rapport aux prétendus, les jeunes ne lisent plus. Alors oui, Oui. c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, effectivement. Oui, alors c'est vrai effectivement qu'il y a eu une étude là très récente qui a montré que les jeunes lisent moins. Les jeunes, surtout, si je dis pas de bêtises, entre 8 et 15 ou quelque chose comme ça, il me semble. Je sais plus exactement, mais grosso modo, c'est sur cette tranche d'âge-là que c'était le plus marquant. Je ne sais pas par contre s'il y a des études qui montrent que, par exemple, en romance, il y a un petit regain ou quoi que ce soit. Ça, je n'ai pas connaissance. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut tester au quotidien. C'est-à-dire que en salon, où les jeunes, c'est vrai, sont pas mal attirés par le genre de la romance. Au niveau pratique, en tout cas, ça se voit sur les populations de lecteurs et de lectrices, puisque ceux qu'on voit en salon et en festival, ce sont des populations déjà concernées par la lecture. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de demander aux participants et aux participantes s'ils ont beaucoup de demandes au sein de leur établissement. Et sur quel genre, en fait, précis porte la demande, s'il y a des sous-genres qui sont plus demandés.
Et notamment, est-ce qu'il y a des bibliothèques présentes qui ont créé des fonds de romance dans leur structure? Si vous pouvez nous faire un petit retour. Ah, Julie Elie. Vous pouvez ouvrir votre micro, Julie. Oui, bon, Oui, bonjour. vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, désolée, j'ai eu des gros problèmes pour me connecter, alors c'est pour ça que je suis pas très sûre du matériel. Oui, on a un fonds romance dans la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Et c'est un fonds où on a décidé de mettre en avant les différentes définitions du genre directement dans le fond. Et enfin, ça fonctionne du tonnerre. Comme ça, les gens peuvent s'y retrouver, savoir si on a de la dark, oui, alors qu'est-ce que c'est exactement? Ils peuvent faire des recherches sur le catalogue pour trouver dark romance, new romance, tout ça. Effectivement, j'ai d'autres commentaires. Marie-Sophie, notamment, qui précise qu'elle a beaucoup de demandes en dark romance et new romance. Alors justement, la new romance, est-ce que, Jeanne, tu peux nous préciser Oui. ce que Alors, la différence, en fait? Ouais, la New Romance, à la base, c'est un label qui a été déposé par une maison d'édition. A priori, dans ce label-là, ce sont des romances pour des adultes assez jeunes, avec en général du contenu à caractère explicite. Donc, en général, ça réunit ça. Et donc, en théorie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser en dehors de Hugo Romance, le label qui a été déposé par cette maison d'édition. Et donc, en théorie, on ne peut pas parler de New Romance quand on n'est pas Hugo Romance. D'accord. Mais en gros, nous, on appelle ça plutôt du New Adult. Du coup, ça veut dire c'est au-dessus un petit peu du Young Adult. C'est la population un petit peu plus âgée que le Young Adult. Et alors, les retours, effectivement, ils sont assez contrastés. Enfin, je vois dans le chat quelqu'un qui précise, on a essayé de faire un rayon romance, ça n'a fonctionné qu'un temps, on a plutôt l'impression d'un effet de mode. Et à Coutances, le fonds Young Adult crée avec tous les genres et qui cartonne sur la tranche 16-30. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Ah, j'ai encore un autre commentaire. Voilà, deux grosses questions. Pourriez-vous également nous parler des contrats que vous proposez aux auteurs, droits, répartition, avance sur les ventes, lecture publique, accompagnement sur la diffusion, et d'une manière générale de la ligne économique de votre maison? Quid des romans qui se vendent peu? Désolée pour cette question peu spirituelle, mais importante pour la vie d'auteur. Là, c'est en fait quelqu'un qui demande, en gros, comment fonctionne la maison d'édition de manière traditionnelle pour tous les contrats, en fait. Oui. Du coup, on a une maison d'édition à compte d'éditeur, donc on propose des droits d'auteur à nos auteurs. Je peux même vous dire les chiffres si ça vous intéresse. Donc moi, je propose des contrats de droits d'auteur à 15% sur le livre papier, 20% quand l'auteur est en dédicace, et sur le livre numérique, ils ont 30%. Voilà, donc bien sûr, comme toute maison d'édition à compte d'éditeur, l'auteur et l'autrice n'a aucun frais ni quoi que ce soit. C'est vraiment la maison d'édition qui s'occupe de tout. Et donc, nous sommes en autodiffusion, autodistribution, avec de temps en temps appel à une diffuseuse en freelance qui s'occupe de contacter les librairies, etc., de nous doubler un petit peu sur ce travail-là. Et lorsqu'il y a des lectures publiques, nous conseillons aux auteurs de demander à être rémunérés en suivant les tarifs de la charte des auteurs, tout simplement. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, après, ça continue pas mal de réagir aussi par rapport aux demandes des publics.
À Lisieux, il y a eu un fonds, effectivement, romance de créer, parce que voilà, qui était très demandé. Niveau emprunt, c'est très varié, ados et adultes empruntent de la romance. Pareil, pas mal de demandes pour la dark romance, mais pour le coup, voilà, je limite, car pas toujours simple de choisir. Oui, ça, j'imagine que dans un créneau qui est en pleine dynamique, et en pleine explosion des propositions, ça doit être très difficile, effectivement, de savoir vers lesquelles se tourner. Et de Alison. De notre côté, c'est un projet de revoir tout le fonds ado yoga adulte en intégrant tous les genres de la romance, car actuellement, le fonds ado a moins d'attrait. Voilà, effectivement, donc c'est une tendance de fond, a priori. Eh ben, merci pour toutes ces précisions. On va, bien sûr, Jeanne, tu restes avec nous. Et puis, faut pas hésiter dans le chat, si après la présentation de Diamant Édition, vous voulez reposer une question à Jeanne. Ou si, voilà, Jeanne, tu complètes ensuite, si besoin, les questions qui ne manqueront pas d'arriver après la présentation donc, de Diamant Édition. On va peut-être juste prendre une dernière question, Ouais. qui est celle de Marion Le Nagar. Peut-on Ah revoir oui. la liste des sous-genres? Revenir sur la liste des sous-genres, Marion est arrivée en cours de route, donc romance historique de Noël universitaire. Est-ce que Jeanne, vous pouvez revenir sur cette liste? Oui, donc il y a d'autres, effectivement, un sous-genre de la romance. Par exemple, il y a la dark romance, effectivement, dont vous parlez. Donc, la dark romance, c'est un genre qui, à la base, était caractérisé par des romances dans des univers un peu dark et qui s'est un peu beaucoup modifié, en fait, vers des relations des romances avec des relations assez toxiques, en fait, dans le sens où une grosse partie de la dark romance à l'heure actuelle, ce sont des relations où le personnage féminin, ce sont des romances principalement hétéro pour celles que je connais en tout cas, où le personnage féminin va être un peu sous emprise d'un personnage masculin et va malgré ça tomber amoureux. Donc on est sur une romantisation de comportements qui peuvent être toxiques, voire très toxiques, sachant que le genre à la base n'était pas basé sur ces relations toxiques. C'est vraiment une dérive qui est arrivée après le succès de certains titres qui étaient sur cette vague-là. Mais à la base, c'était plutôt des romances qui, par exemple, se passaient dans un milieu mafieux, etc., mais sans forcément qu'il y ait cette notion de toxicité entre les personnages. Donc peut-être qu'il y a moyen de trouver encore des ouvrages de dark romance qui soient des dark romance plutôt dans l'ambiance, au niveau dark, plutôt que dans la relation. Mais là, pour le coup, je ne connais pas assez bien ce genre-là pour vous conseiller quoi que ce soit. Et puis, sinon, dans d'autres sous-genres de romance, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir C'est vrai que j'en ai cité quand même pas mal. Peut-être que tu en auras d'autres, toi, à citer aussi dans ce que tu proposes. Oui, ça fait une excellente transition vers Voilà. Mathilde. En effet, j'ai aussi une romance paranormale à proposer, qui est encore un autre genre qui se rapproche de la romantaisie, mais qui est un petit peu différent. La romantaisie, on est vraiment sur un mélange entre la fantaisie et la romance. Et pour la romance paranormale, on va être plus sur des histoires soit de fantômes, de vampires ou de loups-garous. Plus fantastique, fantastique romance, voilà. Eh ben, écoute, si tu veux, Mathilde, enchaîner naturellement avec ta présentation. Bien sûr. Merci. Est-ce que ça se met automatiquement? Ou- Je pense qu'il faut que tu repartages ton PowerPoint. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien le power? Super.
Donc Diamant Édition, c'est une maison d'édition que j'ai fondée en 2023 avec le but de rendre la lecture accessible à tous. Dans nos livres, on propose des livres du coup adaptés 10 avec une police spécifique pour justement rendre la lecture accessible. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça ne touchait pas seulement les dyslexiques, mais aussi TDAH et autres TND, troubles du neurodéveloppement, qui ont souvent des problèmes d'attention. Parce qu'on a des chapitres courts, dynamiques. Voilà, je vais vous expliquer après toutes les démarches qu'on fait par rapport à nos livres. Mais après, dans notre ligne éditoriale, ça peut être lu aussi par tout le monde. On va avoir des jeunes adultes et adultes, adolescents. Voilà, ça c'est notre public. On trouve de plus en plus de livres adaptés pour la jeunesse, pour les petits. Malheureusement, il y a très très peu de propositions pour ces ados et adultes qui arrivent à lire, mais au prix d'un effort constant. Et pour qui ça n'est pas forcément facile, fluide, et c'est justement des lecteurs que vous pouvez perdre et qui peuvent décrocher assez facilement. Alors que c'est juste une question de trouver le bon livre qui leur correspond. J'ai eu pas mal de messages de retour de lecteurs qui nous font ce retour à nouveau prendre le plaisir de lire et raccrocher à la lecture. Donc voilà nos adaptations. La police adaptée. Donc on a 2 sortes de police. On a cette police-là qui est Arial avec un espacement entre les lignes qui est sans empattement, très très simple. Certains vont préférer celle-là, ou d'autres à l'inverse vont préférer OpenDis qui est un petit peu plus complexe parce que c'est un peu plus gras au niveau de certaines lettres, mais pour les dyslexiques, ça permet de différencier plus facilement les lettres en fait. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez aussi à voir les livres que je vous présente. Et ça, pour pouvoir savoir laquelle police est la mieux, c'est de faire tester directement au lecteur et très vite, ils se rendront compte de quelle police leur correspond le mieux. Au-delà de la police d'écriture, on a aussi des textes dynamiques, faciles à lire. On va faire des chapitres courts, il va y avoir des descriptions, oui, mais pas des pavés de description. Donc pour la charge cognitive, c'est très bien. Pour les problèmes de concentration, tout ça, c'est vraiment le livre idéal. Même pour les personnes qui sont en panne de lecture, ça permet de pouvoir redémarrer le plaisir de lire tranquillement. Il y a des illustrations aussi à l'intérieur de nos livres et des QR codes pour enrichir l'expérience, pour être vraiment immergé dans l'ambiance. Au niveau des QR codes, par exemple, dans le livre Victoire, on a des QR codes avec de la musique, parce que c'est un livre qui parle de musique, de comédie musicale. On a des repères aussi temporels, visuels dans les livres quand il y a besoin. Par exemple, Victoire, notre comité de lecture, on a des personnes dites dans le comité de lecture et une de nos lectrices nous a fait remarquer qu'elle était perdue dans la notion du temps. Ça se passe sur une année scolaire, elle ne savait pas si on était au début, à la fin, elle était un peu perdue dans cette notion du temps. Du coup, on a mis un petit calendrier. À chaque fois qu'on change de mois, il y a le calendrier. Voilà, on prend vraiment en compte les retours du comité de lecture des personnes 10. C'est eux qui vont nous aider à sélectionner les manuscrits et à pouvoir les rendre le plus fluides et accessibles. Diamant Édition, on a 3 collections. On a la collection Saphir, Imaginaire, la collection Ruby, Romance et Émeraude, Bien-être, développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la collection romance avec 3 titres de romance qui sont bien différents. Il y a une romance rétro-historique pour Le fil du destin, une romance de Noël pour Un livre sous le sapin et une dark romance avec l'ombre. Donc on commence avec Le fil du destin, donc romance rétro-historique. Pourquoi rétro-historique? Parce qu'en fait ça se passe à la fois dans les années 70, mais il y a aussi une intrigue historique qui vient d'une autre époque. C'est l'histoire d'Angéline qui part avec ses parents en vacances. Il y a un bal, elle rencontre un jeune homme, elle tombe directement sous le charme, mais une bagarre éclate et ils se retrouvent séparés. La seule chose qu'elle connaît de lui, c'est son prénom. Elle va essayer de le retrouver avant la fin des vacances, mais elle ne va pas le retrouver et elle va devoir repartir à Bayeux. Ça se passe en Normandie. Elle retourne à Bayeux avec ses parents. Elle doit reprendre le cours de sa vie, mais elle pense beaucoup à ce garçon, à Florian, et espère pouvoir le retrouver. Elle cherche des moyens pour pouvoir le retrouver.
et en même temps à s'occuper l'esprit pour ne pas déprimer. Et elle va se retrouver devant une petite boutique de dentelle où une dentelière est en train de faire de la dentelle avec les fuseaux, tout ça, avec le métier de dentelle. Elle va vraiment s'intéresser à cet art et elle va commencer à apprendre plein de choses et notamment sur l'histoire de la dentelle en Normandie. De fil croisé, elle va aussi, il va aussi y avoir une intrigue historique et c'est là que elle pourrait bien retrouver Florian. Évidemment, fin heureuse, et puis un slow burn puisque évidemment tout le long, elle va espérer, elle va essayer de retrouver Florian et puis évidemment ce n'est qu'à la fin, que ça sera le cas. Histoire de premier amour, donc ça plaît bien aux adolescentes, pour ça. Il y a pas de scène explicite, donc ça peut être lu, par des ados sans problème. Mais le public vraiment cible, c'est, les lectrices seniors qui aiment beaucoup ce livre-là, parce que ça parle d'histoire d'amour, mais aussi, du patrimoine normand, donc ça plaît beaucoup. Et puis la police d'écriture qui est assez aérée, espacée, aide pour les lectrices seniors qui apprécient beaucoup. On est sur, une ambiance un peu romantique et les bals, comme dans Bridgerton. C'est un peu un Outlander aussi normand parce que on voyage entre 2 époques, mais la différence, par rapport à ces 2 livres, c'est qu'il y a pas de scène explicite et que ce n'est pas violent. Pour vous parler un petit peu, des auteurs, du Fil du destin, ce sont, des auteurs qui ont écrit une trentaine d'ouvrages sur, la dentelle, qui ont une association sur la dentelle. Ils organisent pas mal de rencontres, internationales, avec les dentelières et notamment le Congrès mondial de la dentelle au IDEFA à Caen. Ils font des conférences, sur l'histoire de la dentelle. Claudette enseigne aussi des techniques assez rares, et oubliées. Ils sont appelés un peu partout, au Japon, aux États-Unis. Donc ça peut être intéressant aussi, si vous avez envie. Ils sont, de la région. On a principalement des auteurs normands, donc ils sont de la région. Si, vous avez envie, d'avoir, une animation, sur la dentelle, en plus d'une présentation de livre, c'est une possibilité. Ensuite, la petite romance de Noël, donc en effet la romance doudou, la romance mignonne. On est aussi avec, pas mal, d'humour dans ce livre-là. C'est l'histoire d'une auteure qui part faire ses dédicaces, pour les fêtes de fin d'année et quand on est une auteure pas très connue, ça n'est pas aussi facile. Tout de suite quand on parle, à nos amis, qu'on va faire une dédicace, ils pensent qu'il y a foule, mais non, quand on a un auteur pas connu, ça ne se passe pas comme ça. Donc on va suivre, les aventures de Aurora qui fait tout pour essayer de vivre ses rêves et évidemment, elle va, rencontrer à l'une de ses dédicaces, son prince charmant, mais tout va pas se passer, de façon, si facile. Il y a plein de choses à découvrir dans une ambiance super mignonne, avec des illustrations aussi au niveau du livre pour être immergé, dans cette romance de Noël. Donc c'est une lecture qui fonctionne très bien de saison. Au niveau des ventes, ça va vraiment être concentré sur, novembre et décembre. Ça marche moins le reste de l'année, mais novembre et décembre, tout le monde cherche sa petite, romance de Noël, cocooning à lire. C'est souvent un public plutôt féminin, des adolescentes aux adultes, principalement trentenaires, mais de plus en plus d'adolescentes cherchent, des petites romances de Noël. On est sur aussi, du green flag, hein, comme Le Fil du destin. Il y a pas de scène explicite non plus, donc ça peut être lu, par des jeunes lectrices, sans problème. Pour le coup, pour ce livre-là, c'est moi. Je suis, aussi autrice. J'ai les 2 casquettes. J'ai fondé Diamant Édition, pour faire des livres adaptés 10, mais je suis aussi éditée, dans d'autres maisons d'édition, comme, Le Héron d'argent. J'ai écrit, une dizaine de romans en 10 ans. Je fais pas mal d'ateliers d'écriture et aussi, des présentations de mes livres, des dédicaces un petit peu partout en France, en Belgique. Je bouge pas mal, et aussi pour, la maison d'édition. Donc si vous cherchez aussi des animations, ateliers d'écriture, c'est tout à fait possible. Ensuite, L'ombre Dark Romance. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur un public averti, 16 ans et plus, avec des trigger warnings à l'intérieur pour, bien expliquer, ce qui va se passer. Mais c'est une dark romance que j'appelle dark romance soft.
Il n'y a pas de violence physique ni de viol dans l'ombre, contrairement à ce qu'on peut trouver généralement dans la dark romance. On est plutôt sur une histoire de kidnapping. En fait, Léa part à une soirée chez des amis. Jusqu'ici, tout va bien. Elle rencontre un jeune garçon plutôt mignon. Elle craque sur lui. Sauf qu'à un moment donné, il tue une partie des invités. Donc là, plus question d'être amoureuse, bien évidemment, hein, de craquer sur ce garçon. Sauf que lui, il n'avait pas prévu qu'elle soit là. Donc il ne sait pas trop quoi faire d'elle, il l'embarque avec lui. Et donc lui, il se retrouve bien embêté de l'avoir dans les pattes. Bon, il l'aime bien, mais voilà. Il se retrouve coincé avec elle et elle se retrouve coincée avec lui. Beaucoup de tension, pas mal d'humour noir. C'est une passion interdite. Ça reste une dark romance, mais sans violence comme on peut en trouver dans d'autres dark romances. Je la conseille généralement, cette dark romance, pour des personnes qui ont envie d'en lire, parce qu'en effet, il y a beaucoup de curiosité autour de la dark romance. Donc, quelqu'un qui a envie de tester le genre sans se retrouver tout de suite avec quelque chose de choquant, j'ai tendance à leur dire de commencer avec l'ombre. Parce que c'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus soft sur le marché. L'auteure est Charlie Jeanne. Elle fait beaucoup de dédicaces aussi un peu partout. Elle a un vrai lien avec les lecteurs parce qu'elle a beaucoup d'humour, donc elle sait créer du lien. Elle fait aussi des rencontres en bibliothèque. Et puis, elle est libraire la journée et autrice le soir. Alors, je vais vous parler de la collection Saphir un petit peu, parce que, comme je vous ai dit, il y a aussi des romances qui peuvent avoir double casquette. Dans l'imaginaire, nous avons une trilogie de romances paranormales avec du coup des histoires de fantômes. Donc dans Déchune, le tome 1, on est vraiment sur une histoire pour adolescents. C'est l'histoire de Charlotte qui est ado. Elle déménage de Paris avec ses parents. Elle est très mécontente de ce choix, en pleine crise d'ado. En plus, arrivée là-bas, elle va voir des objets qui se déplacent, elle va entendre des bruits bizarres et se rendre compte qu'il n'y a pas seulement des habitants vivants à Déchune. Donc elle va vouloir mener son enquête pour savoir qui sont ces fantômes et qu'est-ce qu'ils veulent. Heureusement, son voisin est plutôt craquant. Donc ça va être le petit plus, la petite romance qui fait plaisir dans Déchune. Dans Damnenias, on retrouve Charlotte, cette fois des années plus tard. Elle est maman et elle va déménager de Paris. Elle va se retrouver de nouveau dans un village hanté. Plus rien ne va dans son couple. Elle espère vraiment que ce sera le moyen de renouer avec son couple. Sauf que, évidemment, avec des fantômes dans les barrages, c'est beaucoup moins facile. On est sur quelque chose de plus sombre que Déchune, mais on n'est pas sur des relations toxiques ou quoi, mais c'est l'ambiance paranormale, fantôme, qui devient un peu plus sombre, un peu plus adulte dans Damnenias que dans Déchune. Pour Démon, on est vraiment sur une ambiance romantique, suspense. C'est l'histoire de Lola, qui est la fille de Charlotte et Ryan, qui est une jeune adulte qui part pour la première fois pour un job d'hiver en tant que barmaid. Elle va dans un étrange manoir, le manoir d'Arlette, une vieille dame qui semble perdre un peu la tête, ou pas, quand elle parle de fantômes finalement. Elle a peut-être raison sur certaines choses. À 3 heures du matin, dans ce manoir, un bal se réveille, un bal fantôme, avec un démon qui a gardé toutes ses âmes enfermées dans le manoir. Évidemment, Lola va essayer de libérer tous ces fantômes, mais vu qu'elle se met dans les pattes du démon, c'est très dangereux. Et il va y avoir une histoire d'amour impossible avec un fantôme. Voilà. Donc voilà, Diamant Édition, c'est une maison d'édition engagée. On est aussi très proche de nos auteurs, principalement des auteurs normands, pour pouvoir les accompagner justement sur toutes les questions de présentation de son œuvre, dédicace, présentation en librairie, en bibliothèque. On voulait vraiment accompagner les auteurs sur chaque étape de leur livre et pas seulement sur l'étape de préparation, mais même après, une fois que le livre est là. C'est aussi une lecture accessible à tous pour que
pour que la lecture ne soit pas un frein et devienne vraiment un plaisir. Et puis une communauté en pleine croissance, on est encore tout nouveau, hein, ça fait seulement 3 ans qu'on est ici, donc il y a d'autres livres qui vont venir à l'avenir et petit à petit, la maison d'édition fera son nid, comme on dit. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Normandie Livre et Lecture pour ce webinaire et merci à vous d'être venu pour pouvoir écouter cette présentation. Merci beaucoup Mathilde. Alors, j'ai pas mal de questions dans le chat. Alexandra, tu me dis, surtout si j'en ai raté une. Déjà, première question, est-ce que vos publications peuvent être commandées via Electre? Ils sont référencés sur Dilicom, donc je suppose que Electre et Dilicom, enfin je sais plus si c'est encore ensemble. Non, c'est plus ensemble. Non, non. Donc non, du coup. Ils sont référencés, mais les libraires peuvent les trouver assez facilement sur Dilicom. Mais du coup, vaut mieux passer par soit des libraires, soit par nous directement. Ensuite, j'ai une question en 2 parties. Alors, je pense que la question, elle peut être pour les 2 maisons d'édition. Ça peut être intéressant, voilà, de vous entendre tous les 2. Travaillez-vous avec des influenceurs ou influenceuses qui ont des comptes sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de certains livres? J'ai remarqué qu'il y a un grand effet de mode là-dessus. Plein de jeunes qui s'orientent via les recommandations de personnes presque de leur âge, qui présentent des romances ou des livres de maisons d'édition indépendantes, parfois presque dans une dynamique underground, alors que ça peut devenir viral. Mais ces personnes ne présentent pas des classiques. Voilà, première partie de la question. Oui, on envoie des livres DSP, aux influenceurs et influenceuses. Ça marche pour certains livres, ça marche un peu moins pour d'autres. Je pense que c'est aussi une question de mode. Pour le coup, l'ombre a très bien fonctionné, la dark romance a très bien fonctionné sur les réseaux sociaux, ce qui nous a aidés pour, des ventes, notamment en salon. Des fois, on voit pas l'effet direct, on a eu quelques commandes, mais c'est pas, non plus un effet, vague incroyable. Mais par contre, en salon, plusieurs fois, on me dit: «Ah, je l'ai déjà vu de quelque part», donc ça peut nous aider à déclencher des ventes. Oui, moi pareil, hein, je travaille aussi avec des personnes qui ont des comptes Instagram ou TikTok pour des services de presse. Et même effet que pour toi, en fait, alors il va y avoir bien sûr les précommandes où ça va influencer sur le nombre de précommandes, mais aussi énormément, surtout sur des gens en festival et salon qui vont dire: «Ah, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je l'avais repéré, bah, je le prends maintenant». Donc si oui, c'est quelque chose qui a un vrai effet, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir été lu par des influenceurs ou des influenceuses, moi, c'est quelque chose qui a un effet vraiment intéressant derrière. Deuxième partie de la question. Je me posais aussi la question du classisme dans ce genre. Comment donner ces lettres de noblesse à ce genre souvent rangé dans le rayon roman de gare ou même très genré chick lit, ça veut quand même dire poulette, alors que je suis sûre que plein de garçons s'intéressent au sujet de ces livres. Du reste, est-ce grave de défendre des œuvres feel good? Sans doute pas, mais comment répondre à ces regards de haut révélateurs de jugement de valeur au sein même du monde culturel? Ah, vaste question. Ouais, bah, si tu veux commencer ou Vas-y, je te non? laisse, Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de très, très présent, hein. C'est-à-dire que le classisme, je pense principalement, en France, est très, très important. C'est-à-dire que la romance est vraiment, décriée par les vrais lecteurs, enfin, c'est un genre qui est vraiment, considéré comme un sous-genre et assez, de manière assez amusante. Là, en ce moment où c'est un genre qui a le vent en poupe, il y a des maisons d'édition qui étaient plutôt assez critiques ou des auteurs qui étaient plutôt assez critiques envers ce genre, qui essayent de se faire une place maintenant que ça marche en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est un peu crispant parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont tendance à décrier ou à dire que c'est un genre facile à écrire ou facile à partager, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un genre qui est vraiment très profond en fait. Sous couvert d'histoire d'amour, on parle d'énormément de sujets qui peuvent être très importants, qui peuvent être très profonds. En fait, la romance,
c'est un prétexte pour parler de plein de choses importantes. Et du coup, c'est vraiment un genre qui a toute sa place en fait sur l'échelle des genres ou quoi que ce soit. Et je pense que en traitant ces livres-là avec autant de respect que les autres livres d'autres genres, c'est une manière de leur redonner un petit peu de pouvoir en quelque sorte en les présentant vraiment au même titre que les autres, avec autant d'importance et en faisant d'aussi jolis livres, etc. Enfin, je pense que c'est un peu une façon de défendre ce genre qui est pas mal décrié malgré tout. Je suis entièrement d'accord avec, tout ce que tu as dit. J'ajouterais, que c'est aussi, le cas pour, la fantaisie, l'imaginaire. J'ai souvent, entendu aussi, enfin, ça a souvent été pointé du doigt, et entendu que l'imaginaire, c'était pour les enfants. Donc c'est pareil, un genre qui essaye de qui commence à fonctionner aussi de plus en plus, et où comme la romance, il y a pas mal de salons, où on peut présenter, ce genre-là, plus précisément et qui est mis, plus en avant et en valeur et qui peut être un mix aussi avec la romance, comme avec la romantaisie, comme, avec, la romance paranormale et que c'est en mettant en avant, ce genre de romance, en faisant venir aussi, je pense, des auteurs pour parler, de leur genre et du travail, qu'ils font aussi derrière. Parce que, non, quand on construit un monde de fantaisie, ça on claque pas juste des doigts, ça vient pas juste dans la tête. C'est beaucoup de préparation en amont, il y a beaucoup de boulot, derrière. Et donc je pense que la présentation, des auteurs peut vraiment jouer aussi, que ce soit des auteurs de romance ou de fantasy, sur ce regard. Alors, autre question, avec une petite remarque juste avant par rapport au référencement, hein, le fil du destin ne figure pas a priori sur le site de l'Armitière. Donc D'accord. Bah, voilà, là en voilà, vrai, je sais pas petite si c'est un point. ch si c'est un choix de leur part. Enfin, je sais pas trop comment se passe le site de l'Armitière, parce que pour le coup, nous, on n'a pas de diffuseur, distributeur, on est en autodiffusion distribution. On est référencé sur, Tite-Livre, on est référencé sur Dailycom. Après, je sais pas sur les sites internet, des librairies, comment ça se passe, si ils choisissent, ou non, ce qu'ils présentent. Parce que c'est des remontées de flux, justement, des bases interprofessionnelles. Donc, il y a peut-être une petite question à revoir là sur le référencement. D'accord. En fait, c'est Euh, seulement si- l'image visiblement qui n'apparaît pas. Le livre est bien référencé, mais Ah, d'accord, j'avais pas. c'est Voilà, l'image. d'accord. Image, OK. Bon. Sinon, autre question, la trilogie Romance paranormale s'adresse à quelle tranche d'âge? Alors, ça peut commencer à partir de 11 ans, je dirais pour des Shun, qui est vraiment, plus, cible, adolescent. Pour, Dame Lénias, on va être plus, sur, du 14-15 ans, parce que c'est plus, sombre, et ça peut plaire, plus facilement à des adultes, que le tome 1. On peut les lire indépendamment aussi. J'ai oublié de vous dire ce petit détail, mais c'est important. C'est des livres qu'on peut, soit lire dans l'ordre, dans le désordre ou indépendamment, vu que c'est 3 enquêtes paranormales différentes. Et Daemon, pareil, 14-15 ans, on peut le lire, sans problème. Il est un peu plus triste que les autres, de par, sa romance, qui, est, impossible, même si finalement, ça finit bien quand même comme chaque romance. Mais voilà, il y a quand même des sensations et pas mal d'émotions, assez tristes tout le long du livre. Voilà, autre question, pour Diamant Édition, ils sont tous adaptés en lecture 10. Oui, tout à fait. Tous les livres chez Diamant Éditions sont adaptés 10. Et notamment avec, ce livre-là, Déchune le village hanté a été mon tout premier roman qui a été publié dans une autre maison d'édition, auparavant. Et j'ai eu pas mal de lecteurs 10, qui m'ont dit, reprendre goût à la lecture grâce à ce livre, alors qu'il n'était même pas encore adapté à cette époque. Ce qui m'a donné envie en fait de faire des recherches un petit peu sur comment on pouvait adapter, les livres, aux personnes 10 et de fonder la maison d'édition.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 petites minutes. Ah oui. Dans une double perspective de vie des livres et d'accompagnement des auteurs, pouvez-vous faire un lien pour des résidences d'écriture ou aider à organiser des ateliers d'écriture auprès de scolaires ou autres publics? Par exemple, relayez-vous des appels à projets à vos auteurs? Alors des appels à projets, pas forcément, parce que je suis pas forcément sur cette recherche-là. Par contre, ateliers d'écriture, auprès de scolaires, ou en médiathèque, dès que j'en ai information, je relaye, l'information, aux auteurs, bien évidemment. J'encourage beaucoup, les auteurs à présenter leurs livres, sous différentes formes, que ce soit en dédicace librairie, que présentation, en médiathèque ou, auprès des scolaires. Oui, ben, moi pareil, hein, c'est la même chose, je repartage lorsque j'ai connaissance de certaines choses et puis j'encourage également. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ah, une dernière question. Parfait. Désolée, Oh, pardon, je pose beaucoup de questions, mais c'est parce que mais il c'est n'y a vraiment pas de souci, passionnant. ça Donc, alimente les échanges. C'est très, très bien. merci beaucoup pour tout ce que vous apportez. Et ma question, ce serait par rapport à la relation que vous entretenez avec vos auteurs. Je sais que chaque maison d'édition a une façon voilà, d'entretenir cette relation différemment. C'est-à-dire que quand on envoie un livre, parfois il y a, enfin en tout cas un manuscrit plutôt, il y a des retours qui sont plus ou moins détaillés, plus ou moins denses, plus ou moins orientés vers des modifications. Et ensuite, voilà, il y a un accompagnement sur le long terme. Je me demandais un peu comment vous voyez cet accompagnement-là. Est-ce que vous recevez et vous n'avez pas tellement envie de modifier, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à apporter beaucoup de suggestions, à entretenir un dialogue? Voilà, je me demandais un petit peu comment vous envisagiez la chose. Tu veux que je commence du coup? Comme tu veux. Oui, ben, moi du coup, ça va vraiment dépendre, de chaque manuscrit en fait. Lorsque j'accepte un manuscrit, je peux très bien accepter un manuscrit sur lequel il y a beaucoup de travail éditorial à faire et dans ce cas-là, effectivement, c'est un travail éditorial qui se fait en lien avec l'auteur ou l'autrice. Je peux aussi faire appel à des lecteurs sensibles parfois, pour certains sujets, que je vais moins maîtriser. Là, je pense par exemple, à un livre qui sortira en octobre, qui est une réécriture un petit peu de La Belle au bois dormant, mais dans une version très contemporaine, et qui va prendre pour un des personnages naissance dans la culture perse, en fait. Et donc, c'est une culture, moi, pour laquelle j'ai assez peu de connaissances, et l'autrice est très, très informée, mais n'est pas elle-même issue de cette culture. Et donc là, pour le coup, on fait appel à une correctrice et lectrice sensible qui est, elle, d'origine iranienne, et qui, du coup, va pouvoir apporter son regard un petit peu pour voir si ce qui est avancé est compatible avec vraiment l'expérience des personnes issues de la communauté, enfin, issues d'une communauté iranienne. Et après, sinon, il y a certains textes que je vais accepter qui ont très peu de modifications à faire parce que ce sont des textes qui sont déjà aboutis ou qui ont déjà bénéficié de bêta-lecture, etc. Et dans ce cas-là, il va y avoir moins de travail, mais il y a toujours un travail à faire avec l'auteur ou l'autrice. Et c'est vraiment un travail qui se fait ensemble, c'est-à-dire que ce sont des suggestions, des modifications que l'on valide ensemble, etc. Enfin, c'est quelque chose qui se fait pas tout seul dans son coin, mais avec l'auteur toujours. Je fonctionne, à peu près pareil, aussi. Il peut y avoir des textes qui sont déjà, très aboutis et où il va y avoir, un travail à faire évidemment d'accompagnement, mais qui sera plus, léger. Ou après on va plus travailler aussi sur la mise en page par rapport, nous, au côté 10. Et d'autres textes qui, nécessitent beaucoup plus de travail, mais s'il y a un coup de cœur, sur, l'histoire, on va vraiment, accompagner, l'auteur, sur ces étapes, là. Hem, mais après, pour notre ligne éditoriale, 10, il y a aussi, cette sélection de base d'avoir quand même des livres assez, fluides et dynamiques, même si on
des fois, on peut apporter ces modifications avec l'auteur et puis, on en parle toujours aussi, hein, avant de signer le contrat, on prévient l'auteur de dire: «Bah, là, le livre, on a un coup de cœur et il peut rentrer dans notre ligne éditoriale, mais on a besoin de faire des adaptations, on a besoin, de retravailler sur ces points-là. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec nous?» Et après l'auteur choisit ou non, de travailler avec nous. Mais après, les livres aussi, certains livres, ne correspondent simplement pas à la ligne éditoriale et sont trop, complexes avec beaucoup de belles descriptions, des fois des textes très, très beaux, mais qui ne correspondent pas, en fait, à notre ligne éditoriale. Et dans ce cas-là, on le dit à l'auteur tout simplement que c'est pas parce que le texte est pas bon qu'on l'a pas choisi, c'est juste que ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Merci beaucoup pour ces précisions. Eh ben, je vois qu'il est 11 heures pile, donc on va s'arrêter là, même s'il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup à tous les participants de cette rendue disponible, à Diamant Édition et à JS Édition pour leur présentation qui était tout à fait claire et passionnante. On aura l'occasion de vous proposer bientôt un nouveau rendez-vous de l'édition. D'ici là, si vous avez des thèmes ou des genres éditoriaux que vous voudriez qu'on aborde dans ce genre de format, n'hésitez pas à en faire part à Alexandra Guérou, qui est votre interlocutrice. Et je vois que Mathilde a levé la main pour un petit mot de la fin, il me semble. Oui, si je peux répondre très rapidement à la question, ça Oui, fonctionne dans les établissements scolaires. Je trouve cette question assez intéressante. Je peux? bien sûr. OK, Vas-y. merci. Oui, ça fonctionne très bien dans les établissements scolaires. Personnellement, en tant qu'auteur, j'en fais pas mal, d'établissements scolaires et comme je suis 10, je sensibilise aussi, au côté, 10. J'ai un véritable lien, j'aime beaucoup, travailler avec les adolescents. Je sais que Charlie, fait aussi, des interventions et que ça se passe très bien et pour Claudette Michel que j'ai présenté, qui font de la dentelle, ça leur arrive de faire des présentations de dentelle dans les établissements et Michel, était, instituteur. Donc voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes, et puis à très bientôt.